Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate version podcast, le podcast des équipes de The Free Agent qui vous parle de NFL. Et aujourd'hui, on va revenir sur le Divisional Round des playoffs de cette saison 2022-2023 de NFL, des playoffs qui se sont donc continués ce week-end. On connaît maintenant les affiches des finales de conférence qui se joueront la semaine prochaine, ce sera l'objet d'un prochain podcast. Mais on va revenir donc sur les matchs de ce week-end avec Alban. Salut Alban, comment vas-tu? Salut à vous, salut Flav, salut Théophile, très bien. Et avec Théo. Salut Théo, comment ça va? Salut tout le monde, très bien, on a passé un bon week-end. Oui, on passe toujours un bon week-end quand il y a de la NFL. C'est vrai. Ça va commencer à se gâter dans quelques semaines quand il n'y aura plus de NFL, mais joie ultime, nous avons la D1 française qui reprend le 4 février. Donc sur TF1, nous vous parlerons bien évidemment du championnat de France également. Mais ça, ce sera un autre sujet. Pour l'instant, on reste aux États-Unis avec d'abord la NFC et le match entre les Eagles de Philadelphie et les Giants de New York. Match, c'est peut-être un grand mot tant la différence entre les deux équipes a été forte et assez rapidement. Première question, Théo, est-ce que les Eagles t'ont impressionné dans ce match-là? Ils m'ont impressionné dans tous les compartiments du jeu, que ce soit la course, à la passe, en défense, en termes physiques également. Ils n'ont rien laissé à leurs adversaires, à leurs rivaux, que sont les Giants. Voilà, après les Giants, s'ils ont réussi, on ne les attendait pas là, on ne les attendait pas en playoff du tout même, mais c'est de bon augure pour la suite pour les Eagles qui nous ont fait une très très grosse impression. On avait un doute, enfin on avait émis un doute sur Jalen Hurts et sa blessure à l'épaule. Force est de constater qu'il a répondu plus que présent. L'attaque des Eagles dans cette victoire, on rappelle 38-7 contre les Giants, l'attaque des Eagles a marqué sur 4 de ses 5 premières possessions en première mi-temps. Jalen Hurts a été quasi parfait, Alban. Il a été quasi parfait, il n'a pas forcé, il n'a pas cherché pour un premier match de playoff. On peut peut-être avoir un peu de pression et chercher l'exploit. Là, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Ça a été vraiment le chef d'orchestre d'une équipe très bien rodée parce que Philadelphie n'a pas gagné que par son attaque, que par sa défense. Philadelphie a gagné en équipe. Chaque élément a été très important pour la victoire. Et j'ai vu une vraie équipe. Et en tout cas, si on parle de collectif sur ce week-end, c'est le collectif qui m'a fait la plus grosse impression. Ouais, alors moi il y a quelque chose que j'avais noté, qui est vraiment pour moi assez impressionnant sur cette équipe de Philadelphie, c'est les lignes, que ce soit offensive ou défensive. On a quand même une ligne offensive qui a été très très bonne dans la protection de Jalen Hurts. Seulement 4 pressions et un sac réussis par les Giants sur tout le match. C'est quand même très très faible sur un match de playoff. Et à l'inverse, la ligne défensive, elle, c'est 13 pressions et 5 sacs sur Daniel Jones. Donc autant dire qu'ils ont été dominants des deux côtés des lignes. Et forcément, quand tu remportes les combats sur la ligne offensive et défensive, Théo, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. C'est sûr qu'ils se sont rendus la tâche facile. Ils ont été dominants, mais vraiment dans tous les compartiments du jeu. Ils ont mis une très très grosse pression sur Daniel Jones qui n'a pas du tout respiré. Ils ont annihilé chaque attaque adverse. Ça a été un match à sens unique malheureusement. On aurait voulu voir un peu d'adversité en face, mais après face à une telle armada, c'est compliqué de répondre. Ils ont été aussi excellents, Alban, dans le jeu au sol. On sait que c'est une des forces même de Jalen Hurts qui se déplace très très bien. Mais là, on a quand même eu un véritable récital sur le jeu au sol. 268 yards au sol, 3 touchdowns marqués, 112 yards pour Gainwell, 90 pour Sanders, 34 pour Jalen Hurts et 32 pour Boston Scott. Le jeu au sol de Philadelphie, ça peut être une vraie force dans ces playoffs. Ouais, clairement, ça peut être une vraie force. Ça l'a été samedi contre les Giants. Tu l'as dit, il y a eu un gros boulot de la ligne offensive
qui a permis justement le jeu de course de se développer. On a vu Jason Kelce et Lane Johnson mettre quelques pancakes et vraiment faciliter ce jeu de course. Un Kenneth Gainwell qu'on n'attendait pas forcément avec le plus de yards à la course dans son équipe, mais c'est lui, comme tu l'as dit, qui finit avec 112 yards. Il s'est plutôt montré en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a eu une grosse moisson de Sanders qui a couru pas mal et qui a fixé la défense des Giants. Et en deuxième mi-temps, sur les courses de Gainwell et même sur troisième tentative de temps en temps avec Boston Scott, Philadelphie n'a pas eu besoin de beaucoup faire lancer Jalen Hurts qui finit avec 16 passes complétées. C'est un jeu propre qu'on a vu du côté de Philadelphie. On a donc une équipe de Philadelphie qui s'est brillamment qualifiée. On va quand même dire un mot de leurs adversaires, des Giants de New York, qui, quoi qu'il en soit, ont réussi leur saison, une très bonne saison, bien au-delà des espérances. Très peu de gens, en début de saison, les voyaient arriver en play-off. Ils y sont non seulement arrivés, mais ils ont passé le premier tour contre les Vikings. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que la marche des Eagles était tout simplement trop haute pour eux. Théo, qu'est-ce qui manque à cette équipe de New York pour encore pouvoir faire, pourquoi pas, encore mieux la saison prochaine? Le quarterback Daniel Jones est en fin de contrat. Il va probablement être prolongé. Saquon Barkley aussi est en fin de contrat cette saison. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant l'intersaison pour espérer bien performer la saison prochaine? Ce qui leur a manqué sur ce match-là, c'est des receveurs, donc je pense qu'il va falloir miser là-dessus. En défense, il va falloir avoir des cornerbacks et des linebackers. Pas qu'on n'aime pas ce qu'ils ont dans leur effectif, au sein de leur effectif. Hein. On a tout le respect pour eux. Ils ont, comme tu l'as dit, fait une très très grosse saison, mais ça manque de poids. Et pour pouvoir passer ce cap-là, il va falloir recruter. Mais en tout cas, ils sont sur la très très bonne voie. Comme tu l'as dit, personne ne les voyait en play-off. Personne ne les voyait battre à l'extérieur, surtout cette équipe des Vikings. Donc chapeau à eux et bravo à leur coach, Brian Daboll, qui a fait un excellent boulot. Et qui manquera sûrement pas d'être honoré ou au moins nommé en poste de coach de l'année à la fin de la saison pour les trophées NFL. Juste une dernière question sur les Giants, Alban, sur Daniel Jones. Il a fait 135 yards et une interception dans ce match-là contre les Eagles. Est-ce que toi, si tu es le directeur de la franchise des Giants, tu lui offres un gros contrat pour l'année prochaine? Est-ce qu'il a prouvé suffisamment pour mener la franchise sur ces prochaines années? Je crois avoir lu il y a quelques minutes que c'était en bonne voie et que Daniel Jones devrait revenir à New York. Faudra confirmer ça, mais je pense qu'il a montré que New York pouvait compter sur lui parce qu'ils font une saison en positif, ce qui n'était plus le cas depuis un moment. On sent ça fait quand même plusieurs années qu'il est dans ce système des Giants et qu'il a assimilé la manière de jouer des Giants. On a vu que Brian Daboll a su en tirer le meilleur et je pense que dans l'avenir, New York peut compter sur Brian Daboll avec Daniel Jones à ses côtés et en tout cas, gagner un match en play-off cette année, qui plus est à l'extérieur, c'était inattendu. Donc comme l'a dit Théophile, il faudra un petit peu se renforcer sur certains postes. En défense, la ligne défensive est de très haute qualité, mais sur les autres postes, sur la secondary et les linebackers, il va peut-être falloir aller chercher 2 ou 3 joueurs pour augmenter tout ça. Et puis en attaque, un petit peu plus d'armes, parce que finalement, on se rend compte dans ces matchs de play-off que à New York, on n'a que Saquon Barkley, et Saquon Barkley a fait un match plutôt moyen, disons-le, parce qu'il a été bien contenu par la défense de Philadelphie. Donc Daniel Jones aura besoin d'armes dans les années à venir. Très clairement, les Eagles de Philadelphie qui se sont donc qualifiés brillamment 38-7 et qui retrouveront en finale de conférence dimanche prochain à 21h les 49ers de San Francisco qui eux ont battu à domicile les Cowboys de Dallas. C'était dans le dernier match de ce Divisional Round, c'était hier soir, dimanche, la nuit de dimanche à lundi, 19-12. Les 49ers, Théo, qui sont appuyés sur leur force, le jeu au sol,
George Kittle et surtout une très bonne défense. Très très bonne défense qui a contenu cette équipe de Dallas à la course. On rappelle que cette équipe de Dallas n'a pas été épargnée par les pépins physiques. Tony Pollard malheureusement a dû quitter ses partenaires dès le deuxième quart-temps. Ouais. Exactement, il va subir une opération en plus de ça, donc c'est assez grave. Les 49ers qui ont été impressionnants à la course, mais pas que. À la passe, Brock Purdy m'a impressionné. Il a pris quelques risques, des passes complétées, notamment celle sur Kittle dans le trafic, et qu'il a miraculeusement prise, réceptionnée. C'est très solide. J'ai hâte de voir cette finale de conférence en NFC. Et après, il y a quelques lacunes, mais je pense qu'on va en reparler du côté de Dallas. Oui, on parlera de Dallas juste après. Juste avant, un petit mot, Alban, justement sur Brock Purdy, qui est toujours là. Il va arriver en finale de conférence. C'est quand même une histoire incroyable, celle de Brock Purdy cette année. Pressenti, on le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu toute la saison, pour être le troisième quarterback, qui est là après les blessures de Trey Lance et de Jimmy Garoppolo. Et Brock Purdy qui continue à avancer. Alors il a eu un peu de mal à trouver son rythme en première mi-temps, c'était pas forcément exceptionnel, mais même quand lui semble-t-il un petit peu de mal, eh bien il y a Christian McCaffrey notamment pour amener du jeu au sol. Donc vraiment c'est une équipe offensivement très complète, San Francisco. Ben, Brock Purdy, il était attendu pour être un peu un sparring cette année, c'est-à-dire qu'on attendait de lui que ça soit quelqu'un qui soit bon pendant les entraînements et qui apporte un petit peu à cette équipe, mais que ça soit un joueur d'entraînement. Et aujourd'hui, il se retrouve à mener l'équipe en finale de conférence, et pourquoi pas aller au Super Bowl et peut-être gagner un Super Bowl. Qui l'aurait cru, lui qui a été sélectionné en 262e position au dernier choix de la draft. Et hier, je l'ai trouvé même impressionnant. Contre Seattle, je trouvais qu'il n'avait pas eu affaire à une défense de top niveau. Donc il y a eu des choix qui ont été payants, mais parce que la défense adverse lui donnait pas mal de choses, parce qu'il a des coéquipiers qui lui facilitent la tâche, c'est sûr. Hier, il a fait face à une vraie défense qui parfois a mis à mal cette attaque de San Francisco. J'ai eu peur pour San Francisco à certains moments. Et Brock Purdy a toujours trouvé les solutions, parce que c'est pas tant avec Christian McCaffrey pendant 3 quarts temps qu'ils ont fait la différence, parce que la défense de Dallas a su contenir le jeu de course. C'est plus par des jeux de passe de temps à autre vers George Kittle, vers Ayuk, vers Deebo Samuel, qui ont fait la différence, qui ont permis d'apporter de la confiance à l'attaque. Et j'ai trouvé Purdy face à une défense qui apportait quand même beaucoup de pression, ce qui n'était pas le cas de Seattle la semaine dernière. Très calme et très serein, et avec du sang-froid dans les veines. Ouais, c'est vraiment une équipe assez impressionnante. On parle un petit peu de Dallas aussi. Les Cowboys de Dallas qui donc sont défaits une nouvelle fois en Divisional Round, et surtout une prestation, Théo, de Dak Prescott qui va encore relancer le débat. Ses détracteurs ne vont pas manquer de lui tomber dessus. Quelques interceptions lancées au moins bon des moments. Une attaque qui a produit moins de 300 yards au total sur le match. Est-ce que Dak Prescott est le responsable de la défaite d'hier des Cowboys ? Alors, je serais pas aussi catégorique que les médias américains qui lui tombent dessus. Ouais, clairement, qui blâment Dak Prescott. Alors certes, ça fait 2 fois qu'ils sont éliminés par les Niners. C'est la 7e fois consécutive que les Cowboys n'atteignent pas les finales de conf. Depuis leur titre en 96, 96. Certes, il a fait 2 interceptions. C'est vrai qu'il doit hausser son niveau de jeu quand son équipe en a besoin. Mais Ezekiel Elliott n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas haussé son niveau de jeu. Il est à combien à la course ? Je vais vous dire ça. Il est à 10 portées pour 26 yards. Alors que Tony Pollard, il termine son match en début de deuxième quart-temps, il fait 6 portées pour 22 yards. Je pense que
Rien que cette stat-là, on dit long sur la prestation d'Ezekiel Elliott, qui était attendu comme le futur de Dallas. Donc, moi, je me pose des questions. Après, CeeDee Lamb, il a fait une prestation exceptionnelle. Il a essayé de porter son équipe comme il le pouvait. Mais c'est pas assez. C'était la seule arme offensive dès lors que Tony Pollard a été blessé. Donc, à partir de là, et bien sûr, Dak Prescott doit mettre ses coéquipiers en lumière, doit les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Mais face à une telle défense, et déjà, en temps normal, c'est difficile, mais face à une telle défense, celle des Niners, c'est de plus en plus compliqué. Donc je lui tombe pas dessus complètement comme le font tous les médias américains. Mais pour parler oui, juste d'Ezekiel Elliott, effectivement, 10 courses, 26 yards, c'est très peu. Mais Elliott, il est plutôt utilisé sur des courses, on va dire, en troisième tentative, sur des petits yards à gagner. Il est très souvent utilisé sur les courses nord-sud, donc un peu dans le trafic, où c'est difficile de gagner des yards. Et on utilise plutôt Pollard pour le jeu un peu extérieur, pour des courses où on a un petit peu plus d'espace. Donc effectivement, Ezekiel Elliott, c'est sûr que ça fait 2 ans qu'il faut presque plus attendre à ce qu'il fasse des matchs à 80-90 yards à la course. Mais je l'ai trouvé intéressant en première mi-temps parce que sur des courses importantes, il a gagné les yards qu'il fallait. Par contre, en deuxième mi-temps, on l'a plus vu et on a vu Dallas oublier un peu le jeu de course. Et c'est là d'ailleurs l'un des points de ce match-là, c'est le 5 sur 15 des Cowboys en troisième tentative qui fait extrêmement mal parce qu'on sait que de plus en plus dans la NFL moderne, les conversions de troisième tentative veulent dire quelque chose. Et là, quand tu es à 5 sur 15 en match de playoff, forcément ça devient compliqué. Vous avez parlé de Tony Pollard, on rappelle donc qu'il s'est cassé la jambe dans le match d'hier, qui aura besoin d'une opération, probablement. Voilà, ça sera le retour la saison prochaine sera difficile. En plus, il est agent libre, il me semble, en fin de saison. Donc voilà. Donc il va y avoir un contrat soit à renégocier avec Dallas, soit trouver une autre franchise. En tout cas, on lui souhaite le meilleur rétablissement possible à Tony Pollard, parce que c'est vraiment un joueur qui, moi, m'a beaucoup plu cette saison dans l'attaque de Dallas. Et voilà, c'est vraiment... C'est devenu le numéro 1 à Dallas. Ouais, c'est vraiment dommage de finir comme ça, avec non seulement l'élimination, mais la blessure en plus. On a parlé de Dak Prescott. Je voudrais parler, Alban, rapidement du coach Mike McCarthy. Est-ce que... pour toi, il est en danger après cette défaite-là? Alors, on sait que le propriétaire a dit non, il n'y a pas de souci, pas de problème. Il y a deux hommes. Je vais te demander s'ils sont en danger. Mike McCarthy et Brett Maher. Parce que Brett Maher, il nous a encore raté quand même une conversion au pied de touchdown. Donc, il en a raté 5 sur 6, c'est ça, en playoff, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que les deux sont en danger? D'abord McCarthy et après Maher. J'ai lu cet après-midi que Mike McCarthy, selon certains médias américains, allait rester. Mais c'est vrai que si j'étais dans la direction de Dallas, je me poserais des questions. Et déjà, quand il a été recruté à Dallas, j'étais pas, on va dire, convaincu que c'était le meilleur choix. Maintenant, il réalise une très bonne saison. Après, avant le match, quand on a beaucoup parlé de Dallas, des forces de Dallas, des faiblesses de Dallas, des forces et faiblesses de San Francisco, si on regarde juste dans l'avant-match Mike McCarthy contre Kyle Shanahan, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un duel qui est déséquilibré. Moi je voyais mal Mike McCarthy battre par son coaching Kyle Shanahan. C'est ce qui s'est passé. Et effectivement, je pense qu'il y a de quoi être... Il est sûrement en danger, et si comme je le dis à nouveau, si j'étais dans le front office des Cowboys, je me poserais la question, et je serais pas surpris qu'il parte, parce qu'on sait que les chaises musicales à Dallas, on connaît. Un jour, on peut dire qu'un tel n'est pas en danger, le lendemain, il le sera. Et pour Brett Maher, je pense que la saison la saison est finie, oui, c'est sûr, mais son bail à Dallas, je pense qu'il va se terminer, et même s'il a fait une très belle saison, Jerry Jones n'est pas patient et ça passera pas.
C'est ça qui est quand même incroyable avec Brett Maher, c'est que c'est pas non plus une chèvre de bas étage, c'est pas une pompe à vélo le garçon. Il a quand même été plutôt bon toute la saison, il a rentré des field goals de longue distance. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors là c'est une question ouverte parce que je pense qu'aucun de nous trois n'aura la réponse, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il ne réussisse pas comme ça les extra points? Est-ce qu'il aurait fallu tenter à 2 points tout de suite? Mais dans ce cas-là, ça veut vraiment dire que t'as pas confiance en lui. Quand sur ton premier touchdown, tu vas en conversion à 2 points, ça donne quand même pas une grosse confiance sur ton kicker. Parce qu'il a rentré des field goals après. C'est vraiment sur les extra points où il s'est quand même passé quelque chose d'assez incompréhensible pendant ce playoff. Tu sais, Flav, quand tu rates tes field goals ou tes tentative de transformation, tu remets tout en question, ta mécanique, comment ça se passe, comment je dois placer mon ballon, à quel moment. C'est vraiment psychologique pour moi. Et ouais, hier, ok, la balle est contrée, mais je crois qu'elle allait complètement à gauche. Non mais oui, je pense. Le field goal allait complètement à gauche, donc. Après hier, moi ça me choque pas parce que bon c'est. Hier, il y a un compte. Après, ça arrive. Il y a un compte, ça peut arriver à n'importe qui. Et puis c'est un stade extrêmement difficile en plus. Le voilà. Stadium au niveau du vent, c'est un stade qui est le problème, c'est plus contre Tampa Bay. Et on a vu que contre Tampa Bay, il a passé un field goal et hier aussi, mais c'est sur les extra points que ça marche pas. Oui, c'est ça. C'est vraiment sur les extra points parce que sur les field goals, au final, même il en met 2 hier. Exact. Donc voilà, il n'y a pas de drame. Par contre, sur les extra points, qui sont prétendument plus faciles que les field goals, il sera bon. C'est comme ça en tout cas. Je suis pas sûr qu'il continue à Dallas la saison prochaine, mais l'avenir nous le dira. On passe en AFC. L'AFC avec les Chiefs de Kansas City qui se sont imposés, c'était dans le tout premier match de ce week-end, face aux Jaguars de Jacksonville, une victoire 27-20 pour les Chiefs, des Chiefs, on le rappelle, qui ont dû se passer pendant quelques temps de Patrick Mahomes, blessé à la cheville. Chad Henne est rentré, il a même marqué, il a fait marquer Travis Kelce. Je crois qu'on peut féliciter, Alban, les deux quarterbacks et Patrick Mahomes d'avoir joué avec une cheville quand même en bien mauvais état parce qu'il avait vraiment du mal à courir et à poser le pied par terre, mais aussi Chad Henne d'avoir fait finalement une intérim parfaite sur le drive qu'il a eu à conduire. C'est pas simple parce que pour Chad Henne déjà de rentrer dans ce genre de match, de situation, évidemment il s'y attendait pas du tout et il a répondu présent sur le seul drive qu'il a eu à gérer. Et finalement ça a laissé Kansas City dans une dynamique positive en attaque, et justement si ce drive là n'avait pas été au bout, ça aurait peut-être pu permettre à Jacksonville de frapper fort et de revenir, voire passer devant, et peut-être que la deuxième mi-temps n'est plus du tout la même du coup. Donc chapeau à Chad Henne, chapeau évidemment à Patrick Mahomes qui fait un début de match tonitruant, qui malheureusement pour lui se blesse, arrive à revenir en boitant, en jouant sur une jambe, et même sans être flamboyant, arriver à marquer au bon moment et à faire passer, à mettre Kansas City devant au score. Et c'est du Magic Mahomes tout simplement. On peut que dire chapeau. Et on a aussi un autre garçon qui a été très important dans cette attaque de Kansas City. Théo, tu vois de qui je veux parler, le fameux Travis Kelce, qui n'avait plus marqué de touchdown depuis 6 matchs, et qui là en a mis 2. Il a mis un doublé, 98 yards et surtout 14 réceptions, plus haut total pour un tight end dans l'histoire des playoffs NFL. Travis Kelce, il a été tout simplement partout dans ce match-là. Il a été partout. Quand Mahomes n'avait plus de solution, qui était libre, c'était Travis Kelce. Il est tout simplement monstrueux. Je pense que c'est à montrer dans toutes les écoles de football américain aux États-Unis ce qu'il fait. Lui et Mahomes sont le visage de cette franchise. C'est pas pour rien que c'est la 5e fois qu'ils atteignent ces finales de conférence.
Il y a un vrai lien, il y a une vraie cohésion entre ces deux garçons. Et oui, je pense que la plupart ne s'inquiétaient pas pour Travis Kelce, même si il y avait cette longue série sans touchdown. Voilà, Oui. il nous a montré qu'il pouvait revenir à tout moment. Oui, parce qu'il ne marquait plus, mais il était toujours très très utilisé dans le jeu. Très très influent, oui. Voilà, on avait Jerick McKinnon qui était très productif sur les touchdowns ces dernières semaines, Exactement. mais Travis Kelce était toujours l'une des cibles privilégiées pour faire avancer l'attaque de Kansas City. Côté Jaguars, qu'est-ce qui a manqué finalement aux Jags pour s'imposer? Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de l'inexpérience? Alors évidemment, ils réalisent une saison, eux aussi, comme les Giants, bien au-dessus des attentes. Trevor Lawrence a fait des playoffs tout à fait acceptables, voire même de bonne qualité. Il finit samedi avec 217 yards, un touchdown et une interception. Est-ce que c'est le manque d'expérience? Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe pour finalement renverser Kansas City allemand? Le manque d'expérience peut-être, mais si on regarde dans les faits, c'est ces deux pertes de balles en quatrième quart-temps parce qu'ils sont encore dans le match et même le match se joue qu'à une possession et il y a quand même un fumble de Jamal Agnew à quelques yards seulement de la end zone. Une réception qui coûte cher parce qu'ils auraient pu marquer sur cette action-là. On a vu Trevor Lawrence au ralenti qui était touché par cette action-là. Et si marque là, c'est plus du tout le même match. Il y a sur le drive suivant, il y a une bonne défense. Ils arrivent à récupérer le ballon et directement une interception de Trevor Lawrence. C'est ces deux pertes de balles qui ont fait mal. Et face à une équipe oui, plus expérimentée et qui ne perd pas ses ballons cruciaux, il y aurait pu avoir une victoire au bout. Hein. Oui, c'est vraiment une performance des Jaguars qui est à noter. Tu penses, Théo, c'est une équipe qui va encore monter en puissance et qui l'an prochain, les années à venir, faudra compter sur elle pour les playoffs et voir plus loin. Oui, elle a montré du caractère. Faut pas oublier ce qu'ils ont réalisé la semaine dernière face aux Chargers. Là, encore une fois, ils ont montré un très très beau visage. Ils ont tenu tête face à cette équipe des Chiefs. Moi, je pense que le match s'est joué sur le fumble également. Je pense que Jamal Agnew aurait dû prendre l'extérieur, quitte à sortir du terrain. Ils avaient le temps, ils étaient dans un temps fort. Il a voulu absolument aller dans la end zone, mais ce qui montre un manque d'expérience. Mais ça va venir avec le temps. Je me fais pas de soucis pour cette franchise. L'avenir s'annoncera Dieu pour cette franchise. Trevor Lawrence a montré qu'il avait tout le talent et tout le potentiel pour performer. Donc non, honnêtement, je ne me fais aucun souci. Mais Jamal Agnew, il doit surtout, au lieu de prendre l'extérieur, pour moi, il doit surtout mettre les deux mains sur le ballon parce qu'il tient le ballon qu'à une main. Aussi. Et on a vu beaucoup de pertes de balles sur des joueurs un petit peu en dilettante en tenant le ballon à une main. Et là, c'est un exemple parfait. Il était en pleine confiance parce qu'il faisait des très très bons retours de coups de pied, ce qui a mis Jacksonville sur des bonnes positions. Mais tu parlais tout à l'heure de Kelce à montrer dans toutes les écoles. Ça, il faut surtout pas le montrer. Tenir le ballon à une main comme ça, en divisional round, en quatrième quart-temps sur un match qui se joue à une possession. Surtout qu'il entourait 3 joueurs, je crois. Ouais, c'est incompréhensible. Kansas City qui s'est donc qualifié et qui va rejoindre, non pas les Bills à Atlanta, non, mais les Bengals de Cincinnati qui iront jouer du coup du côté d'Arrowhead. Alors, ça arrange peut-être aussi Kansas City sur l'affaire de jouer son match à domicile. Bien qu'on reparlera sûrement dans le prochain podcast de comment on pourrait appeler ça, de la kryptonite Burrow face à Kansas City. Mais les Bengals se sont qualifiés hier à la bon, on va pas dire à surprise générale parce on ne sait même pas s'ils nous surprennent encore les Bengals. Tellement on est habitué maintenant à ce qu'ils performent, mais quand même une victoire 27-10 sur le terrain des Bills sous la neige. C'est un match qu'on a commenté tous les trois ensemble ce dimanche. Alban, Cincinnati a été assez impressionnant des deux côtés du terrain, que ce soit défensivement ou offensivement. Ils ont fait un vrai match complet. Vrai match complet, il n'y a pas eu photo, hein. Il y a une supériorité totale de Cincinnati.
Si on donne quelques chiffres pour illustrer tout ça, il y a 33 minutes, presque 34 minutes de temps de possession à seulement 26. En yards à la course, on est à 172 contre 63. Au nombre de yards total, on a 412 contre 325. Tu le disais, les troisièmes tentatives, on a 4 troisièmes tentatives converties sur 12 pour Buffalo, ce qui est trop peu. 6 sur 10 pour Cincinnati. 30 first down. Enfin, avec des chiffres pareils, on ne peut pas perdre. Et Cincinnati l'a montré hier et ils n'ont jamais été en mesure de le perdre, ce match. Dès le premier drive où Ja'Marr Chase marque, on a senti que cette attaque-là, elle était réglée dès le premier jeu. Et au contraire, on a une équipe de Buffalo qui a justement mis trop de temps à se trouver. Ils se sont même cherchés tout le match. Et il y avait pas photo. Cincinnati était injouable hier. On avait parlé dans le podcast de preview de ce divisional round de l'importance du jeu au sol entre Cincinnati et Buffalo. Peut-être une importance qui a été encore augmentée avec la météo. Hier, on l'a dit tout à l'heure, il neigeait assez abondamment sur Buffalo, même si ça reste assez calme pour l'État de New York, mais n'empêche qu'il y avait quand même pas mal de neige. Ce jeu au sol, il a penché Théo très clairement pour les Bengals, 172 yards contre 63, avec surtout un Joe Mixon qui a été assez impressionnant, 105 yards d'un touchdown, qui a fait vraiment un très gros match. Joe Mixon était en mission hier soir. Il a été, comme tu l'as dit, impressionnant, 20 portées, 105 yards au total. Une équipe des Bengals qui est passée du tout au tout face aux Ravens. On se disait mais ils passent, mais qu'est-ce que ça va être pour la suite, et d'ailleurs pour les Bills également. Et ce match tombé à point nommé, mais là comme l'a dit Alban a tout résumé presque, c'est une démonstration, mais voilà, ça promet pour les finales de conférence. Joe Burrow impartial, les 2 premiers drives il était dans sa poche, mais limite sur son canapé, c'était plus une poche là. Tant il était à l'aise pour faire ses passes, pour lire le jeu, avec, on le rappelle, des absences dans la O-line des Bengals en plus. Mais c'est ça, Flav, le plus impressionnant, c'est qu'il y a des absents et ils font une telle performance, mais imaginez si tout le monde est présent, c'est fou. Et maintenant Kansas City est sur leur chemin. On sait les antécédents qu'il y a entre ces deux équipes. On sait que Patrick Mahomes a du mal face à Joe Burrow. Ça va être c'est un match très excitant et très intéressant. Il y a quand même une chose que on va parler de Buffalo assez rapidement. Il y a quand même une chose que moi je voudrais relever. On a vu Stephon Diggs très énervé en fin de match contre Josh Allen. On a quand même là à la réception hier un Stephon Diggs qui a 35 yards avec 4 réceptions sur 10 fois où il a été ciblé. On a Gabe Davis à 2 réceptions avec 34 yards, dont une à 25, donc il en fait une à 25, une à 11. Une à 25, une à 9, pardon. Et ils sont seulement 4e et 5e receveurs de leur équipe, puisque devant eux, il y a Dawson Knox, Khalil Shakir, Devin Singletary. Il y a quand même eu, j'ai l'impression, Alban, un problème un peu partout dans cette équipe de Buffalo. On a eu un problème en attaque pour trouver les receveurs, le jeu de course a mal fonctionné. À l'inverse de Cincinnati, on a l'impression qu'il n'y avait rien calé pour hier soir. Buffalo, c'est une équipe depuis 2 ans qui est l'une des plus organisées. On a l'impression que c'est une équipe, tout est réglé comme du papier à musique, et autant la semaine dernière on avait eu beaucoup de doutes, autant on a eu la confirmation hier. C'est la désorganisation totale à Buffalo. L'image de fin de match entre Josh Allen qui regarde même pas Stephon Diggs s'énerver, c'est très mauvais signe. Je me rappelle très bien quand Stephon Diggs quitte Minnesota, la dernière année il se plaignait beaucoup, et depuis le début de saison à ses entraîneurs, dans la presse, à ses coéquipiers, que Adam Thielen et lui il touchait pas assez de ballons selon lui, et il a claqué la porte de suite. Il a su trouver Buffalo pour partir,
Buffalo, je pense, va devoir retenir Stephon Diggs parce qu'il fait partie des receveurs qui, sur un coup de tête, pourraient avoir des envies d'ailleurs. Mais évidemment, ces images-là, c'est très mauvais signe. Et juste pour rebondir sur la ligne offensive et les absents des Bengals, tu l'as dit, il y avait beaucoup d'absents, alors que pourtant Buffalo a une ligne défensive de qualité et toute la saison a su mettre la pression sur les quarterbacks adverses. Hier, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de ligne défensive, que la ligne défensive était aveuglée par la neige et que Joe Mixon pouvait y aller en marchant sans que personne ne le contacte. Et moi, ça me frappe de voir ça d'une équipe qui il y a encore quelques jours, je voyais au Super Bowl et peut-être champion. Enfin, je sais pas trop quoi dire sur Buffalo parce que c'est l'exemple type d'une équipe qui se liquéfie en un temps record. Moi, il y a quelque chose, et ce sera la dernière question sur Buffalo, mais quelque chose qui me frappe aussi, t'en as parlé, c'est cette défense. La défense de Buffalo, on a eu toute la saison pour le dire, elle fait partie des meilleures escouades défensives de la ligue. Pourtant, j'ai l'impression, alors on va dire on va repréciser qu'il n'y avait pas Von Miller, mais ça manque. C'est une très bonne équipe, mais ça manque de playmakers, ça manque de mecs qui vont faire le jeu qui va te faire basculer un match de playoff, tu vois. Là, tu regardes hier, à part Matt Milano, qui est d'ailleurs le seul à avoir saqué Joe Burrow et avoir fait des plaquages pour perte, il en a fait 2, c'est le seul de l'équipe. À part Matt Milano, t'as l'impression que la défense c'était complètement aux abonnés absents, quoi. C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Donc est-ce qu'on en fait trop finalement, Théo, sur cette défense de Buffalo? Est-ce qu'elle c'est une bonne défense, mais est-ce qu'il manque ce petit élément en plus qui la rendrait vraiment très performante? Moi, ce qui m'a frappé hier, c'est face à l'adversité. Là, en l'occurrence, c'était une grosse adversité. Ils ont vite baissé les bras. Il y a pas eu ce supplément d'âme de se dire on se fait marcher dessus. Maintenant, faut qu'on y aille. Tu l'as dit, Matt Milano a essayé, mais ça n'a pas été suffisant. On connaît, comme l'a dit hier lors du live Alban, la férocité de Tremaine Edmonds. Là, hier, je l'ai pas reconnu, mais du tout. Pas du tout. Et ça m'a frappé. Je pense pas qu'on l'ait survendu, cette défense, mais je pense que c'est la première fois qu'ils ont été face à une telle adversité et elle a tout simplement pas répondu présent. Donc après, on a eu une vraie une vraie leçon de préparation de match par Zach Taylor, par le coach des Bengals, parce qu'on on n'en parle quasiment pas de Zach Taylor dans les entraîneurs, mais c'est quand même un entraîneur qui fait quand même du très très bon travail. Beaucoup parlent aujourd'hui dans les médias américains de McDermott. Est-ce que faut pas changer McDermott aussi? On parlait de Mike McCarthy. Parce que finalement Buffalo, pour l'instant, ça bloque toujours au même stade. On parlait des Cowboys qui se sont fait éliminer au Divisional Round. L'an dernier, ils sont tombés contre Kansas City au même tour. Là, ils tombent contre Cincinnati. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, Alban, un changement à opérer dans ce board-là, dans ce coaching staff des Bills pour essayer de passer à l'étape supérieure? Moi, je vais rester sur ma position de la semaine dernière et d'hier, où on en parlait pendant les lives des 2 matchs de Buffalo. Cette question-là, elle se pose sur McDermott, mais moi, je pense qu'il va rester, ou en tout cas, moi, je le ferais rester si j'avais les moyens, parce que ça reste un des coachs confirmés. Il y a eu... on peut peut-être mettre ça sur le coup de l'événement d'Amar Hamlin, que ça a un peu choqué tout le monde et que la saison prochaine on reviendra avec d'autres intentions. Maintenant, je vais me répéter, mais la saison prochaine, moi j'aimerais voir rester McDermott, mais l'année prochaine il n'a pas intérêt à se rater. Et c'est sûr que s'il n'y a pas des résultats conséquents, ce qui veut dire finale de conf, voire Super Bowl dès l'année prochaine, oui, il pourrait sauter, mais on sait que ça va très vite et il pourrait sauter même dès cette intersaison. Et à l'inverse, tu en parlais, et je me faisais la réflexion aujourd'hui sur Zach Taylor, qui est un coach que
que j'ai trouvé très moyen il y a 2 ans, l'année rookie de Joe Burrow, et je me suis dit Cincinnati, ils vont pas arriver à grand chose avec Zach Taylor. Et alors franchement, sur l'année dernière et cette année, on en parle très peu, on le voit peu. On n'a pas cette impression de maîtrise de coaching, de gourou offensif ou défensif. On a l'impression que ces joueurs prennent le lead. Mais c'est aussi fort d'avoir un groupe, de pouvoir mener un groupe comme ça dans l'ombre vers la victoire. 2 finales de conférence AFC d'affilée pour une équipe qui avait le premier choix il y a 3 ans. C'est impressionnant et c'est vrai, tu as raison, il faut donner beaucoup de crédit à Zach Taylor parce que ce qu'il fait, c'est beau. Oui, c'est très beau et il va avoir l'occasion d'aller défier Andy Reid et les Chiefs en finale de conférence. On va terminer juste par 2 petites questions, un petit coup de cœur pour chacun, mais juste avant ça, on a quand même l'habitude de dire que le week-end de Divisional Round est le plus beau de NFL. On sait que l'an dernier, on a eu ce match incroyable entre les Bills et les Chiefs pendant ce week-end-là. J'ai vu beaucoup de médias américains aujourd'hui qui disaient que finalement, cette année, on s'était un peu ennuyé, que c'était pas terrible au niveau des matchs. Théo, est-ce que tu as été déçu de ce Divisional Round, toi? Je pense qu'ils disent ça parce que les Eagles et les Bengals ont surclassé leur adversaire. Mais moi, je pense que c'est surtout sur le Bengals Bills en fait. On en attendait tellement de ce match-là que je pense que ça a déçu. Je pense qu'ils ont été déçus parce qu'ils pensaient voir un match très serré. Ouais. Mais non, pour moi, il y a toujours quelque chose à retenir de ces matchs. Pour moi, les Eagles, par exemple, tout le monde se posait la question si Jalen Hurts allait bien revenir ou pas. Là, on a eu la confirmation. Mahomes qui nous montre encore une fois sa force de caractère. Non, il y a des choses à retirer. Donc non, pour moi c'est des divisional rounds qui ont été intéressants cette année. Alban, même réponse, pas trop déçu du divisional round. Non, mais oui, moi j'ai quand même pris du plaisir sur le match d'hier entre San Francisco et Dallas, qui a été un match t'aurais pu dire entre Cincinnati et Buffalo, on était ensemble. Ouais, mais en termes de jeu, j'ai pris moins de plaisir sur le Cincinnati-Buffalo et sur le New York-Philadelphie. Ça, c'est sûr. Mais non, après, moi j'ai tendance à dire que mes week-ends préférés en NFL chaque année, c'est Wildcard, Divisional et Championship Game. L'année dernière, en finale de conférence, là, on va donner un petit peu de baume au cœur à tous les fans de NFL pour qu'ils nous suivent et qu'ils suivent les finales de conférence la semaine prochaine. Je pense que le spectacle, on peut l'avoir le week-end prochain, clairement, parce qu'on a 2 affiches de très haut niveau. L'année dernière, on a eu des finales de conférence intéressantes. C'est vrai qu'on a eu un divisional round de très haut niveau, donc forcément on en attendait beaucoup cette année. Mais les finales de conférence de la semaine prochaine peuvent être exceptionnelles parce qu'on a 4 équipes qui ont tout pour gagner. À noter qu'on a quand même 3 des 4 équipes de l'an dernier qui sont revenues cette année en finale de conférence, puisqu'on a un rematch en AFC entre les Chiefs et les Bengals, et on a les 49ers qui sont revenus. L'an dernier c'était contre les Rams, cette année ce sera contre les Eagles. Donc ils reviennent au même... Pardon, excuse-moi de te couper, Flav, ils reviennent au même stade de la compétition, mais en étant plus fort, on a l'impression. Donc, oui. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup dit, tu vois, il y avait les Giants, il y a les Jaguars, il y a les Chargers qui sont arrivés aussi cette année. Il y a beaucoup de renouvellement dans la ligue, et finalement, en finale de conférence, on se retrouve avec 3 des 4 équipes. Mais on aura l'occasion de faire un débrief de la saison globale, et notamment de la jeune garde en AFC qui va pousser derrière Patrick Mahomes, Joe Burrow, qui n'est pas de l'ancienne garde, lui non plus, mais qui va se faire aussi chatouiller par les Justin Herbert, par les Trevor Lawrence dans les années à venir. Ça risque d'être particulièrement passionnant. Les amis, juste avant de refermer ce podcast, un petit coup de cœur, Théo, un truc qui t'a plu particulièrement dans ce tour de Divisional Round. Voir Patrick Mahomes lancer toutes ses passes, il en a raté que 8 sur 30. Ouais. Sur un pied, c'est pas mal. Sur un pied, donc impressionnant, que dire. Donc ouais, c'est l'image du week-end, ce qui m'a marqué. Ouais.
Patrick Mahomes sur un pied, mais qui est toujours performant. Alban. Ouais, moi c'est pour petit coup de cœur pour deux joueurs. Tout d'abord, Ja'Marr Chase qui bat le record de yards en playoff sur ses 2 premières saisons de Randy Moss. Et franchement, alors on vous invite à. J'ai fait un petit article sur le site de TFA sur Ja'Marr Chase et sur oui, de qualité, allez-y le voir. De toute façon, tous les articles sur TFA sont de qualité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais spécialement celui-là. C'est gentil. Il est bien fait. Non, mais pour dire que son début de carrière est presque parfait à Ja'Marr Chase. Deux années NFL et c'est ce qu'il réalise, c'est impressionnant. Et il est encore là dans cette belle victoire de Cincinnati hier et ce record-là, c'est magnifique. Et un deuxième joueur dont on parle jamais et que j'aime beaucoup et qui m'a plu ce week-end, c'est Devontae Smith, le receveur des Eagles. Dont on ne parle jamais et qui réalise un match avec un touchdown, 61 yards sur 6 réceptions, qui fait une saison à pratiquement 1200 yards, 7 touchdowns, 70 yards de moyenne par match sur 17 matchs, et alors qu'il est receveur numéro 2 parce que AJ Brown est arrivé, et c'est un joueur que je trouve impressionnant. Il y avait beaucoup de questions sur lui au moment de sa draft parce qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'il était quand même très fin, qu'il n'avait pas les aptitudes physiques, et il avait répondu une belle phrase en disant « Moi je suis là pour jouer au football, je suis pas là pour être bodybuilder », et je trouve que sa réponse sur le terrain lui aussi sur ces 2 saisons sont impressionnantes. Ouais, c'est vraiment 2 joueurs Deux joueurs excellents que tu as tout à fait raison de mettre en lumière. Bon, Ja'Marr Chase vient de Louisiane, donc forcément c'est un homme bien. Flav, tu te doutes bien que je pouvais pas citer un Bengal pour. Oui, j'ai vu ça. Moi, si on me demandait une image que j'ai retenue, ce serait de revoir Damar Hamlin quand même dans les loges du stade de Buffalo. Bon, c'était pour une défaite, mais l'image était belle. Voilà, ça restera de toute façon l'un des grands moments de cette saison. Malheureux, un des grands moments malheureux que sa blessure, mais de le revoir pouvoir marcher, se déplacer, être en bonne santé, on en est tous très heureux. Merci beaucoup les amis Alban et Théo pour cette review du Divisional Round. On se retrouve dans quelques jours pour un autre podcast pour parler cette fois des finales de conférence qui nous attendent dimanche 21h. Ce sera le match entre les Eagles et les 49ers, et minuit et demi ce sera celui entre les Chiefs et les Bengals. Merci les amis et à très très vite sur TFA. Salut. Ciao.